sur une ferme de un peu des problématiques différentes sur vraiment plus petite surface. Je me suis installé en 2017 donc sur Prairie que j'ai bâché et une première production en 2018 donc avec 46 arts et maintenant en 2021 et 30 arts cultivés à peu près et 2 tunnels de 500 m² avec un dôme aussi qui sert de pépinière. Je suis en MSV donc j'ai aucune machine qui travaille le sol, j'ai juste une petite brouette motorisée qui m'aide à faire la manutention, les récoltes et le paillage. Je travaille beaucoup avec vers paillage en fait, suivant les cultures, soit les bâches d'ensilage, pour les primeurs justement. Pour que ça reste propre, la paille, les fumiers, j'ai des agriculteurs pas loin et des paysagistes qui peuvent m'apporter du broyat. Et ouais, je l'utilise pas d'engrais, à part du compost aussi de plateforme. Donc en contexte, je suis à Münster, donc c'est à presque 500 mètres d'altitude, donc c'est assez rude en hiver quand même. Cet hiver on a déneigé les serres, c'était pas mal. Ouais, j'aime bien, c'est rigolo. La pente aussi, c'est un gros challenge quoi. Donc avec une pente de plus de 10%. Et j'ai un sol sableux limoneux, donc ce qui est pas mal, qui se réchauffe assez vite au printemps, du coup ça compense un peu. Et j'avais 3% de matière organique à peu près dans la prairie quoi. Et avec les différents apports, là je suis au bout de 4e année, j'ai 6% de matière organique quoi. J'ai passé 1% chaque année à peu près. Et quel est l'apport unifié, l'apport unifiable? Alors j'ai fait des années Célestalab aussi, mais là je ne l'ai plus en tête. Parce que ça c'est intéressant, parce que le truc si tu as 6% mais que la partie humifiée elle se dégrade très très vite, ça veut dire qu'il faut beaucoup renouveler quoi. Ouais, c'est un peu ce que j'observe. Ouais. J'utilise souvent les paillages à la fois comme abondement et comme paillage quoi. Ça se structure comme ça, donc j'ai une dizaine de jardins. Puis j'ai une source qui est à 30 mètres au-dessus du jardin, donc j'ai 3 barres de pression, j'ai pas besoin de pompe, ça c'est l'avantage de la pente. Les asperceurs dehors et des gouttes à gouttes dans les serres. Donc les jardins ils font à peu près 25 mètres sur 10 mètres quand je peux, après comme c'est un trapèze là c'est un peu plus court. Donc comment j'organise un peu mes seulement en fait au premier ordre je prends une famille de légumes par jardin. Les choux, tout ce qui est pommes de terre, les verdures racines qui ne demandent pas beaucoup qui sont peu exigeantes, les courges et les liliacées. Après ça se présente comme ça, donc comme j'ai une petite surface, moi mon challenge c'est de densifier au maximum. D'essayer de rentabiliser la surface au maximum. Donc mes espacements sont souvent un peu trop serrés. Après je fais pas mal d'associations. Donc il y a pas mal d'avantages je trouve. On couvre au maximum le sol, il y a des effets bénéfiques qui se font entre chaque plante. Et moi comme j'ai pas besoin que les machines passent dans les planches. Donc des fois je cultive même les passe-pieds quoi. Donc ça c'est les associations que j'ai plutôt essayé cette année là, qui ont assez bien marché. Tu te bases sur quoi, des associations dans des bouquins, de l'expérience des autres gens Un peu des deux, je pioche où je peux, j'essaye. En fait moi j'ai l'avantage sur petite surface aussi c'est que j'ai très peu d'investissement au départ, j'ai très peu d'investissement, du coup j'ai une liberté. Ça je trouve c'est sur petite surface où j'ai pas d'épée de Damoclès un peu économique, un peu moins je trouve en tout cas. Du coup je peux me permettre des choses si ça loupe, je me dis c'est pas grave quoi. Là je peux prendre un maximum de risques. C'est intéressant tout ça. Ouais, et puis c'est niveau créativité, moi j'adore, je m'y retrouve aussi quoi. Chaque année tu testes des nouveaux trucs. T'as une base, tu t'es dit quand même, t'as une base de logique quand même quand tu essaies de faire tes... Ouais, après j'ai des bouquins, j'ai marqué quelques bibliographies après. Sur les associations. Tu t'es fixé une base de logique en fait. Moi j'en ai une, parce que je fais la même chose, j'en ai une. C'est-à-dire que en fait, c'est surtout l'espace aérien qui m'importe. Je veux prendre une plante qui monte avec une plante qui monte.
Oui, voilà, ça fait partie Mais est-ce que des tu as raisonnements. autre chose, par exemple, comme biologique, comme quelque chose de... Ben, des légumes exigeants avec des moins exigeants. Ouais, les racines aussi, ça, ou par exemple céleri, poireau, ben, ils ont un peu les mêmes besoins en eau. Et du coup, tu fais ton poireau, par exemple, tu le plantes, tu fais un trou et tu le plantes en profondeur, tu le buis pas, quoi. Non, j'ai acheté une espèce de grelinette spéciale poireau là. Ok, d'accord. Il y a trois pieux et avec les bons espacements. Ok. Et là, le céleri, il est dans le passe-pied, quoi. Après, c'est sûr que niveau confort de travail, ça peut, des fois, ça peut être un peu changeant, quoi. Enfin un peu dérangeant. Après, j'ai fait aussi des tests dérobés ou en intercalaire cette année. Je trouve que c'était pas mal. Genre, on plante les épinards et un peu après, on plante les pommes de terre. Et une fois qu'on a récolté les épinards au printemps, les pommes de terre prennent la place. Et j'ai même mis des choux de Bruxelles dans les allées. Et du coup, une fois que les pommes de terre ont été récoltées, ça laisse la place aux choux de Bruxelles. On peut même mettre encore à la place des pommes de terre un semis de radis, quoi. Donc on peut avoir 4 cultures si on met une planche. Et là, par exemple, j'ai mis des haricots au milieu dans l'allée entre deux grandes carottes, quoi. Mais au milieu de l'allée, carrément, ou sur les bords de ton plastique? Ouais, dans le passe-pied, carrément. Ouais. Après, t'as besoin d'une allée sur deux finalement pour. Donc je laisse une allée sur deux pour pouvoir circuler. Et puis je trouve intéressant, c'est avant les courges, de mettre un semis de betterave entre les courges ou même les pommes de terre. Et du coup, soit on peut les récolter avant que les courges envahissent tout, ou pour les betteraves, je les ai laissées et je les ai récoltées après les courges, quoi. Elles restent bien toute l'année. Et en fait, les courges, par exemple, elles vont tout envahir, quoi. Donc c'est vraiment une question de timing. Il faut semer bien avant pour qu'elles aient le temps de se développer. Après, elles vont tout envahir, en fait, les courges. Et les betteraves, ça les dérange pas trop de rester un peu à mi-ombre, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai récolté en automne, là. Et du coup, ça m'a aussi permis de tenir plus longtemps en fin de saison, parce que moi j'ai ce problème de petite surface et d'avoir des légumes de conservation, c'était un peu compliqué, quoi. Le débouché, c'est quoi? Du coup, c'est marché essentiellement. Sur Insta? Ouais, j'ai fait 2 marchés et puis un marché à la ferme. Les gens, ils sont sensibilisés à ça ou... Ouais, dans la vallée, c'est vrai que j'ai pas mal de chance là, ils sont quand même assez sensibilisés à ce type de production et il n'y a pas trop de maraîchers dans la vallée, quoi. Parce que tout le monde me disait que c'était pas possible d'ailleurs. C'était à 500 mètres. Ça c'est bizarre, j'en entends beaucoup dire ça. Tout ça pour vous dire que c'est une petite surface, il faut enchaîner les cultures rapidement pour s'y retrouver et de faire des associations, densifier un maximum. Peut-être d'autres personnes font ça au feeling, mais moi j'ai vraiment besoin d'être carré. Et du coup, pour moi, la planification en petite surface, c'est vraiment la clé. On gagne du temps, en pleine saison, on n'a pas trop besoin de réfléchir. Et puis les timings aussi qui sont importants. Donc il faut bien caler quand on va semer quoi et quand on va planter quoi. Je note mon temps de travail en fait, donc j'ai un peu essayé de regarder ce que ça fait la planification. Donc on est quand même à 100 heures, 110 heures là pour l'année dernière. De planification? Ouais. Du coup ça me prend 2-3 semaines, ouais. Donc les gens en marché ils me disent mais vous faites quoi en janvier? Vous êtes... Ben non, je bosse, ça me prend 2-3 semaines à faire ça. Ouais. Mais tu recopies pas d'une année à l'autre? Si maintenant ça va, parce que l'année dernière, l'année 2019 j'avais 140 heures, là c'est à 110 et je pense que cette année c'était encore un peu moins parce qu'il y a des automatismes qui se font, quoi. Mais moi je prends vraiment beaucoup de temps à ça et en fait c'est aussi un parti du travail qui me plaît bien. Donc je commence, je sais pas, ça peut peut-être paraître basique, mais je fais un peu le bilan déjà de l'année, donc je note aussi ce que chaque semaine les faits importants, et puis du coup de régler un peu ce qui a réussi ou ce qui n'a pas marché, voir un peu les quantités, et puis adapter pour l'année suivante. Là après je me remets un peu aussi le nez dans les livres, quoi. Là j'en ai mis pour les associations par exemple, les 2-3 bouquins qui me servent pas mal. Parce qu'on passe tout le temps, on oublie toujours des choses.
Après, c'est des nouveaux choix de variétés. Moi, sur petite surface, c'est vraiment ça. On peut jouer avec ça. Moi, j'adore chercher le fumier. C'est un peu comme au marché, quoi. On essaye de trouver la bonne variété qui peut servir. Et puis, c'est un peu comme un puzzle, quoi. On cherche nos pièces. Après, je planifie, je mets ces puzzles, je les assemble, quoi. Donc là, je travaille aussi sur Excel. Je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Donc après, en fonction de la semaine de l'année, je mets mes dates de semis, de plantation. J'essaye de tout mettre sur un même fichier avec les espacements, les densités. Comme ça, j'ai vraiment tout sous les yeux. Parce que je suis assez visuel. Donc et puis les opérations à effectuer en amont aussi. Du coup, là, par exemple, c'est le jardin des brassicacées. Donc on a les semaines là. Hop, les planches, donc il y a 8 planches. Donc, par exemple là en vert clair c'est l'enherbement spontané en fait de l'année dernière, donc ça c'est les cultures de l'année passée. Et du coup je m'en fous un peu, donc je sais que je vais mettre une bâche. Donc en gris c'est des bâches. Et en jaune paille en fait c'est là où je paille quoi. Donc je sais qu'il faut que je mette la bâche à ce moment-là, voilà. Après je mets les différentes étapes, les récoltes aussi en jaune plus flashy là. Et les nombres de rangs, l'espacement, enfin j'essaie vraiment d'avoir tout sous les yeux. Du coup ouais, je mets tout ce que je dois faire, les espacements, les bâches si je les mets, le paillage, l'engrais vert. Si je dois mettre du compost ou pas. Après, ouais, c'est de vérifier quand même l'enchaînement en fait par rapport à l'année suivante, quoi. Du coup, moi, avec le paillage, j'aime bien, par exemple, les choux, c'est paillé, donc pour l'année d'après, les oignons, les poireaux, ce sera assez propre. Après là, moi, sur petite surface, le problème, ouais, c'est par exemple les engrais verts en fin de culture, quoi. C'est assez intensif, donc à part ici, ouais, j'arrive pas à faire beaucoup d'engrais verts. Donc, je compense un peu en mulchant en automne, quoi. Donc, ouais, pour moi, la rotation, en fait, elle est assez importante dans la planification. En fait, il faut l'intégrer, à mon avis, assez vite, parce que dans la gestion de l'enherbement, à mon avis, sur petite surface, c'est une clé. Comme j'ai pas de machine pour rattraper des erreurs ou quoi. Il faut vraiment que j'anticipe au maximum. Et du coup, j'ai pensé tout de suite dans ma rotation à alterner en fait mes jardins avec des cultures paillées et non paillées, quoi. Donc après les verdures racines, il y aura quelque chose il y aura les solanacées avec du paillage. Qui vont calmer l'enherbement et comme ça j'ai pas trop de problèmes d'enherbement, quoi. Voilà, ou après les choux, je sais qu'il y aura les choux de printemps, il y aura une bâche dans les choux avant les choux d'automne, il y aura des verdures et il y aura de l'enherbement, mais je vais mettre les bâches après, donc c'est pas un problème, quoi. Donc il faut, ouais, je pense que c'est assez important la rotation pour gérer et tout de suite l'intégrer dans la planification et comme ça gérer l'enherbement, en tout cas sur petite surface où tu as moins le droit à l'erreur que je pense, ou si tu as une machine qui peut... Parce que là, si tout de suite tu dois le faire à la main et ça prend énormément de temps, quoi. Après j'ai fait en serre, mon primeur, il y avait aussi les pommes de terre là. Moi je mets des pois aussi, des navets, carottes primeur, salade primeur. Épinards, je crois. On a une année, manque d'ensoleillement et assez humide. C'est vrai qu'ils ont tiré assez loin dans la saison. J'enchaîne melon pastèque sur bâche. Du coup, j'essaye aussi d'alterner pour en tamponner l'enherbement, quoi. Et puis après, en automne, on remet des verdures, quoi, sur compost, mâche, épinards, tout ça, salade, mesclun. Du coup, dans l'Aude-Serre, ouais, j'ai pas mis l'itinéraire. Dans l'Aude-Serre, du coup, j'alterne une année sur deux. Dans l'Aude-Serre, il y a les tomates, concombres, aubergines, poivrons. Ouais. Parce que les tomates, tu les mets dans semaine 16 à peu près. Ouais, c'est ça, 15-16 et... Ouais. Et après, là-bas, je mets mâche. Et comme ça, la mâche va partir assez tôt pour l'année d'après. Et j'aurai à nouveau les primeurs de pommes de terre. Là, tu finis assez tôt, quoi. Ah, dans ce tunnel, dans ce tunnel. Dans l'autre tunnel, ouais, c'est plutôt pour l'année d'après, ouais. Puis avant les tomates, je vais mettre encore du radis. Et l'année d'après, j'échange, quoi, à chaque fois. J'ai quantifié toi, la
Ouais, en paille, l'année dernière, c'était 10 bottes de paille ronde, quoi. Et puis en broyat, ça devait être 10 tonnes. 10 bottes Ah, 10 bottes, ouais, pas tout. sur 40, pour 46 arts, quoi. Et broyat, ça doit être 40 mètres cubes, un truc comme ça, 40-50 mètres cubes. Et puis compost, c'est de 15 mètres cubes, 15-20 mètres cubes, quoi, par an. Bah, il n'y a pas de creux. Après, je vois depuis la prairie, où la première année, j'avais pratiquement aucun emmerrement. Là, tu laisses grainer un petit peu par-ci par-là, et ça devient de plus en plus. Ouais, je fais du désherbage. Ouais. Ça, je le vois. Ouais. Peut-être me diriger un peu plus vers les bâches, certains moments, pour calmer. Pour l'instant, ça reste supportable, quoi. Après, bon, c'était juste des détails, mais sur une petite surface, voilà, sur les jardins primeurs, par exemple. Je réfléchis à mettre assez logiquement les premiers semis au bord, quoi. Comme ça, on replie la bâche au fur et à mesure et tu peux garder les planches au milieu propre, qui est à peu près 2 cultures, ouais, par planche par année. Après, c'est l'irrigation. Du coup, au centre, c'est mieux arrosé qu'au bord. Soit il faut songer à déplacer. Moi, j'ai des trucs assez mobiles, quoi. C'est des asperceurs qui font 10 mètres, quoi. Du coup, je peux les déplacer, ou alors mettre une deuxième ligne si nécessaire. Une fois qu'on a fait tout l'assolement, en fait, je fais un deuxième fichier Excel où là, toutes les plantations qu'il faut, il faut faire les semis, quoi, vu que je fais la majorité des semis. Et du coup, je reporte tous les semis dans un autre fichier Excel. Du coup, je mets semaine par semaine, en fonction de l'assolement, en fait, ce que je dois semer, la variété, le grammage, parce que je sème pas mal à la volée, puis les planches, quoi, où ça va. Pour les semis, ça, je sais que moi, je sème le lundi après-midi, voilà, je sais qu'il y a semaine 7, il y a ça à semer. Puis je suis tranquille, quoi, donc après, ouais, comme dit, c'est un gros travail parce qu'il faut faire des allers-retours entre le fichier d'assolement et le fichier de semis, quoi. Et ouais, voilà. Après, je respecte aussi pas tout le temps, mais au moins ça me donne un fil d'Ariane, quoi. Je sais ce qui va avant, après, et du coup, ça me donne quand même si je respecte pas trop, voilà, tout le temps. Voilà. Merci de votre attention. Merci, vous avez...